Bienvenue à Minuit Mystère. Dans le silence entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, une note discrète flotte dans un jardin désert, porteuse d'un secret trop lourd pour le silence. Quelle vérité se cache dans ce murmure au crépuscule? Servez-vous une boisson chaude et laissez le mystère commencer. La cloche de l'église sonna 6 coups, tandis que la lumière s'estompe sur la place Sainte-Mildred, et les villageois commencèrent à se diriger vers le jardin du presbytère pour le goûter d'été de la chorale. Des plateaux de génoises et de sandwichs au concombre tremblaient faiblement dans l'air du soir. Quelque part, au milieu des bavardages et du tintement des petites cuillères, un piano résonna à la fenêtre ouverte de la salle paroissiale un arpège hésitant qui s'essouffla sur la note finale, comme quelqu'un se souvenant d'un air depuis longtemps oublié. C'était le genre d'heure que chérissait Miss Marple douce, discrète, le silence qui précède l'éclosion des ragots. Elle était assise au bord de la pelouse, sous un buisson de lilas, ses aiguilles à tricoter rythmant doucement. Son regard, pâle comme la pluie, promenait son regard d'un visage à l'autre avec une curiosité affectueuse. On se cachait rarement bien à la lumière du jour, on essayait, mais la vérité s'accrochait comme du pollen. L'épouse du vicaire, Madame Lenton, voltigeait d'un pas nerveux, ajustant les vases, lissant les serviettes, son rire un peu plus aigu que nécessaire. On disait qu'elle avait eu un mal de tête le dimanche précédent, ce qui n'était pas inhabituel, sauf que le vicaire avait prêché seul sur la tentation et la confession. Le sermon avait été long, et l'absence de Madame Lenton avait été remarquée. Au bout de la table se tenait la pianiste de la chorale, une jeune femme nommée Evelyn Rowe, les mains si serrées que ses jointures étaient blanches. Elle avait autrefois fait la fierté des concerts de Sainte-Mildred, jusqu'à son départ pour Londres, il y a 2 ans, et son retour ce printemps, sans bague, sans explication, et le regard perdu dans le vide. Lorsqu'elle commença à jouer pour la répétition des cantiques, plus tôt dans l'après-midi, quelques villageois murmurèrent que son toucher avait changé plus lentement, plus incertain, comme si elle se souvenait de la tristesse plutôt que de la musique. L'objet symbolique de la soirée, bien que personne ne le reconnaisse encore, gisait plié à côté de la théière sur la table, un morceau de papier crème, déchiré au bord, barré d'un léger trait musical. Quelqu'un s'en était servi comme de soude verre pour le sucrier. Lorsque la brise le souleva, Miss Marple remarqua qu'une note avait été assombrie 2 fois, comme si l'écrivain avait appuyé trop fort. Le crépuscule s'installa sur le toit du presbytère et le papier flotte de nouveau, tel un signal que personne n'avait encore appris à lire. La conversation dériva vers les sujets habituels, le sermon du recteur, les réparations de l'école, l'humidité persistante dans la cave de M. Finch. Miss Marple écoutait, ajoutant quelques mots si la politesse l'exigeait, tout en portant son attention sur Evelyn Rowe. La jeune femme évitait de regarder vers la porte de l'église, même si elle y jetait de temps à autre un rapide coup d'œil, comme si elle attendait quelqu'un en retard. Son malaise passa inaperçu, sauf d'1 ou 2 personnes parmi les plus attentives et de Miss Marple, dont les yeux n'avaient pas manqué la légère trace d'encre sur le gant d'Evelyn. Le premier murmure arriva avec les assiettes. Madame Price Ridley, qui ne résistait jamais à une ouverture, se pencha vers sa voisine. « Quel dommage !» murmura-t-elle de voir une jeune femme talentueuse rentrer si diminuée. On dit qu'elle est revenue après une dispute, ou peut-être quelque chose de pire. Sa voisine, Madame Hartnell, haussa les sourcils. « Pire ? Vous parlez, ma chère. »« Pas moi, » dit Madame Price Ridley avec vertu. « Je ne fais que répéter ce que d'autres ont observé. » Au moment où les tasses de thé furent ramassées, les rumeurs avaient pris une tournure plus cinglante. Quelqu'un avait vu Evelyn recevoir une lettre ce matin-là de Londres, à en juger par le cachet de la poste, et l'avait vue la déchirer en 2 avant de quitter le bureau de poste. Les moitiés déchirées, semblait-il, avaient été jetées à la poubelle. De telles histoires, une fois lancées, avaient tendance à se multiplier comme le lierre. Il était presque 7 heures quand l'air changea. La lumière s'épaissit, le piano résonna de nouveau dans la salle 3 notes seulement. Incertaine, interrompue à mi-chemin, puis un faible cri de surprise. La conversation se figea. Les tasses de thé tremblèrent. Miss Marple se leva avec un calme serein, la main tenant toujours les aiguilles à tricoter. Le cri provenait de l'intérieur de la salle, où les chaises étaient soigneusement empilées après la répétition du chœur, et où le couvercle du piano était entr'ouvert. Ils trouvèrent Evelyn là, debout, raide près du piano, le visage pâle comme du papier. Sur le pupitre de l'instrument reposait un autre morceau de papier crème, la moitié déchirée de la note précédente. Un trait au crayon, une note noircie, et en dessous, d'une écriture faible et posée.
« Pardonnez-moi avant que le glas ne sonne à nouveau. » Le vicaire s'avança précipitamment, murmurant quelque chose à propos d'accident et de malentendus. Mais Miss Marple observait la trace d'encre sur le gant d'Evelyne, le papier tremblant et le silence qui suivait. La brise avait cessé et le crépuscule semblait se rapprocher pour écouter. Une tasse de thé tomba des mains et se brisa. La cloche commença à sonner lentement du clocher 7 notes mesurées dans le silence. Lorsque la dernière s'éteignit, Evelyn Rose s'était évanouie et la note déchirée vola au sol près de sa chaussure. Miss Marple posa tranquillement son tricot sur la table, l'air doux, le regard pensif. Elle regarda tantôt le vicaire, tantôt le piano, tantôt la fenêtre ouverte, où le lilas tremblait faiblement dans l'air nocturne. Quelque part, pensa T.L., un secret avait déjà été révélé, mais personne n'en avait encore entendu le sens. L'air du presbytère semblait trembler longtemps après la 7e sonnerie. Le papier déchiré reposait tel un pâle fantôme sur le bois poli, et personne n'osa bouger jusqu'à ce que Madame Lenton, se reprenant, apporte un verre d'eau au pianiste inconscient. Evelyne remua faiblement, ses cils battant, avant de murmurer quelque chose que personne ne put vraiment entendre. Miss Marple, un peu à l'écart, observa le tremblement de la main de Madame Lenton lorsqu'elle tenait le verre, un tremblement trop constant pour être uniquement dû à la peur. Le vicaire, toujours soucieux des convenances, exhorta chacun à regagner la pelouse. « Ce n'est rien, je vous assure, » dit-il d'un ton léger. « Un malaise, la chaleur. » Ces mots dispersèrent les invités comme des pigeons effrayés, et en quelques instants, la salle redevint à moitié vide. Seule Miss Marple resta près de la porte, observant silencieusement la guérison d'Evelyne. Lorsqu'Evelyne se redressa, le teint hâlé, elle pressa le morceau de papier plié sur ses genoux. « Il était sur le piano, » murmura-t-elle d'une voix tendue. « Je ne sais pas qui l'a mis là. » Le regard de Madame Lenton se porta brièvement sur la fenêtre, puis se détourna. « Ce doit être une farce idiote, » dit-elle. Un des enfants de chœur, peut-être, mais personne ne l'a cru vraiment, et certainement pas Miss Marple, qui savait que les bêtises des enfants étaient rarement accompagnées d'une écriture douce et d'une peur morale. Dehors, le village tissait déjà son récit. Madame Price Ridley, forte d'une conscience morale et d'une demi-assiette de génoise, déclara que l'évanouissement était simplement la conséquence d'une mauvaise conscience ou d'une réaction excessive. Madame Hartnell n'était pas d'accord. La pauvre fille a été mise à rude épreuve. Ça se voit à ses yeux. En moins d'1 heure, les spéculations avaient pris de l'ampleur et circulaient librement, de la porte du presbytère au bureau de poste, où Madame Jeffries prétendait avoir manipulé une enveloppe d'apparence étrangère adressée à Mademoiselle Rowe le matin même. Du papier fin, de belles factures. Du français, je dirais, confia-t-elle au boucher, qui raconta plus tard à sa femme qu'elle était italienne, et le soir, le boulanger était certain qu'elle était allemande. Pendant ce temps, le presbytère lui-même était plongé dans un silence étrange. Les invités étaient rentrés chez eux sous prétexte de dîner ou de maux de tête, laissant derrière eux une légère odeur de thé et une certaine inquiétude. Miss Marple était restée pour aider à ranger du moins, c'était son prétexte. Elle se déplaçait doucement entre les tables, pliant les serviettes, récupérant les cuillères tombées, son esprit notant la moindre absence, une chaise vide près du piano, une tasse de thé manquante, une légère trace de cire noire sur la nappe, à l'endroit où le mot avait été déposé. Lorsqu'elle atteignit la fenêtre, la brise du soir écarta les rideaux. De là, elle vit le lilas encore trembler, malgré l'air immobile. Chose curieuse, pensa-t-elle, comme les nerfs, et la nature se reflète si souvent. Madame Lenton la rejoint, les mains jointes. « Quelle horreur !» dit-elle avec le rire mi-voix de quelqu'un qui s'entraîne au calme. Evelyne se repose maintenant. Le vicaire insiste sur le fait qu'il est inutile d'appeler le docteur Hayworth. Miss Marple sourit doucement. Tellement raisonnable. Pourtant, j'imagine que ce n'est pas toujours le corps qui a besoin d'être soigné. Madame Lenton rougit légèrement, comme si la remarque avait frôlé la vérité. « Les gens sont si prompts à parler, dit-elle, ils vont en faire une chose horrible. » « En effet, murmura Miss Marple, les villages ressemblent un peu à des étangs, j'ai constaté. Une seule pierre, et les ondulations atteignent même les roseaux du bord. Le lendemain matin, ces ondulations s'étaient transformées en vagues. Dans la rue principale, la boucherie rapporta que Evelyne avait été vue se rendant au cimetière à l'aube. Le laitier jura qu'elle portait quelque chose enveloppé dans du tissu. À midi, Madame Price Ridley ajouta avoir entendu des voix près du portail du presbytère, basses, pressantes et indéniablement masculines. Mademoiselle Marple, assise près de sa haie de jardin à tailler les feuilles mortes des rosiers,
entendit tout cela au détour d'une conversation et trouva cela étrangement prévisible. L'imagination des gens, songea-elle, était rarement créative, elle ne faisait que refléter ce qu'ils souhaitaient secrètement voir se réaliser. Cet après-midi-là, l'inspecteur Cray de Mushbenham arriva un homme sérieux, précis et légèrement las des petits scandales. Il interrogea le vicaire et sa femme dans le bureau, tandis que mademoiselle Marple, apparemment en train de tricoter dans le salon, percevait le faible rythme de ses questions à travers la porte entr'ouverte. Aucun signe d'effraction, rien de manquant. Êtes-vous certaine que le message ne vous était pas destiné, madame Lenton ? Un silence, puis la voix du vicaire Grandieu. Non, toute cette histoire est absurde. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. L'absurdité, elle le savait, était le moyen le plus poli pour masquer l'inquiétude au village. Plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle dans le crépuscule, la lumière de la lampe vacillait sur les pavés mouillés. Près du portail de l'église, elle s'arrêta et quelque chose de pâle s'était accroché à la ferronnerie. C'était un morceau de papier déchiré, dont le bord correspondait presque parfaitement au fragment précédent. Sauf que celui-ci ne portait aucune musique, juste un léger trait de crayon sous un seul mot « Souviens-toi ». Elle le glissa délicatement dans son gant. Un vent froid agita les branches au-dessus, portant le faible écho de la cloche du soir. Il était trop tôt pour que l'heure sonne. Pourtant, Miss Marple aurait juré avoir entendu une note lente traverser le village, comme un avertissement tiré de sa mémoire. Le bruit s'estompa dans la brume tandis que Miss Marple se tient près du portail de l'église, le bout de papier soigneusement plié dans son gant. La rue était presque déserte maintenant. Seule l'échelle de l'allumeur de réverbère grinçait faiblement au coin du pré. De l'autre côté de la haie du presbytère, elle aperçut une faible lueur à la fenêtre du bureau, une silhouette passant une fois, 2 fois, puis s'immobilise. Peut-être le vicaire qui faisait les 100 pas, ou peut-être quelqu'un d'autre. Elle continue d'avancer d'un pas calme et posé, la texture douce du papier contre sa paume. Souviens-toi. Un mot si doux, pourtant tremblant de malaise. Elle songea, comme souvent, que peu de gens oubliaient vraiment ce qu'ils apprenaient simplement à faire semblant. La vérité n'était pas effacée, mais enterrée, telle une graine qui attend le bon moment pour refleurir. Au matin, les journaux n'avaient pas encore abordé l'affaire, mais le village, lui, si. Au comptoir de l'épicier, la conversation s'envolait et tombait par petites bouffées de réflexion morale. Certains plaignaient Evelyn Rowe, d'autres les Lenton, quelques-uns ne plaignaient personne. Miss Marple entra pour acheter du sucre, écoutant avec ce léger air distrait qui trompait souvent les bavards. On dit que l'inspecteur a trouvé des empreintes derrière la salle paroissiale, confie madame Hartnell à voix basse. Des bottes d'homme, des grandes, ou peut-être des bottes de jardinier, ajouta M. Pic, l'épicier. Le sol est meublé à cause de la pluie. Ça aurait pu être n'importe quand cette semaine. N'importe quand ? Madame Hartnell fronça les sourcils. Ça me semble pratique. Miss Marple sourit faiblement, rangeant soigneusement ses paquets de sucre. Les explications pratiques sont les plus rares, dit-elle, et elle partit avant que l'un ou l'autre puisse décider si elle les avait approuvées ou contredites. Le chemin menant à l'église sentait la pierre humide et l'herbe coupée. L'inspecteur Cray était là, parlant avec le vicaire d'une voix basse et précise. Le piano dans le hall était fermé, son couvercle poli reflétait la pâle lumière du matin comme de l'eau. Miss Marple s'arrêta sur le seuil, attendant que le vicaire la remarque. Lorsqu'il le fit, il parut presque soulagé. « Ma chère Miss Marple, dit-il avec une cordialité forcée, il y a tant de désagréments dans notre petite paroisse. L'inspecteur insiste pour recueillir des dépositions. Tout à fait, répondit-elle gentiment. Il ne faut jamais présumer que la sérénité est une preuve d'innocence. Cray, homme pragmatique, inclina la tête. J'ai cru comprendre que vous étiez parmi les premières à entrer dans la salle hier soir, madame. Oui, répondit Miss Marple. Je crains de n'avoir rien vu d'autre que l'évanouissement de Miss Rowe, la note au piano et une assemblée plutôt secouée. Il sortit un carnet. Avez-vous remarqué quelqu'un s'approcher du hall avant l'incident ? Le regard pensif de Miss Marple se porta vers la fenêtre. Seule madame Lenton est allée chercher les recueils de cantiques plus tôt, et le jeune Tommy Briggs traînait près de la haie, même si je suppose qu'il était plus préoccupé par les gâteaux que par la chorale. Cray hocha la tête et nota les noms. Et vous n'avez rien trouvé d'autre ? Aucun objet déplacé, aucune trace de lutte ? Rien, à part une tasse mal placée et ce curieux morceau de cire sur la nappe, dit-elle d'un ton léger. Bien sûr, la lumière des bougies peut être trompeuse. L'inspecteur leva les yeux. De la cire, dites-vous ? Le vicaire cligna des yeux.
Oh, sûrement des cierges de l'hôtel. Ils ont été transportés par là pour la répétition, je crois. C'est fort possible, dit Miss Marple, et une légère pointe d'amusement effleura ses lèvres, car elle savait que les cierges étaient entreposés dans la sacristie depuis la Pentecôte. Lorsqu'elle sortit, Evelyn Rowe se tenait devant le portail du cimetière, pâle mais sereine, les yeux fixés sur les pierres tombales. « Je ne me suis pas évanouie, dit-elle doucement à l'approche de Miss Marple. Tout le monde le dit, mais je me souviens d'être restée debout et la cloche s'est mise à sonner. J'entendais mon nom. C'est à ce moment-là que tout s'est brouillé. » Miss Marple la regarda avec une légère sympathie. « La peur est une vraie farce, ma chère. Elle invente des échos. » Le regard d'Evelyn vacilla. « Je croyais que c'était lui, murmura-t-elle. Celui qui a envoyé la lettre. Je croyais qu'il était revenu. » « Mais il n'était pas revenu ? » ?»« Non. » Sa voix se brisa. « Pas encore. » Le silence qui suivit fut empli par le bruissement des feuilles. Miss Marple regarda derrière elle vers le sentier qui menait au jardin du presbytère. « On dit rarement pas encore sans raison, » murmura-t-elle, mais si bas que Evelyn ne sembla pas l'entendre. La jeune femme se retourna et marcha vers le village, les épaules raides, comme si chaque pas la portait vers une accusation invisible. Ce soir-là, Miss Marple reçoit une visite de Madame Clinton elle-même, les mains froissées dans un mouchoir. « Vous devez avoir une très mauvaise opinion de nous, » commença-t-elle. Tous ces bavardages. « Oh non, » dit Miss Marple doucement. « Les villages ont toujours préféré les conjectures au silence, cela rend l'incertitude supportable. » Madame Lenton sourit faiblement. « J'aimerais que mon mari partage votre calme. Il est inquiet depuis que l'inspecteur a posé des questions sur les fonds de notre chorale. C'est absurde, mais il manquait une petite somme la semaine dernière. Probablement une erreur administrative. » Sa voix trembla. « N'empêche, c'est épouvantable. » Miss Marple offrit du thé, le versant avec sa précision habituelle. « Le vol n'est pas toujours une question d'argent, dit-elle doucement. Parfois c'est une question de possession ou de protection. Protection. » Les yeux de Madame Lenton se levèrent lisés brusquement. « Oh, je ne voulais pas dire que Evelyn avait traversé tant d'épreuves. Il faut être charitable. » Ils restèrent silencieux un moment encore, le tic-tac de l'horloge les séparant. Lorsque Madame Lenton se leva pour partir, le regard de Mademoiselle Marple se posa sur le mouchoir. Une légère trace de cire noire s'accrochait à son bord. Elle ne dit rien, se contente de sourire, et la raccompagna jusqu'à la porte. Alors que le crépuscule s'épaississait, elle déplia à nouveau le billet marqué « Souviens-toi ». Le graphite scintillait à la lumière de la lampe, faible mais réfléchie. De l'église, une faible musique s'échappait. La chorale répétait de nouveau, mais sans Evelyn. Les premières notes tremblaient, vacillaient, puis se stabilisaient, comme si un inconnu était au piano. Miss Marple se pencha vers la fenêtre, tendant l'oreille. L'air était le même que la veille, mais la fausse note persistait, appuyée 2 fois. Une erreur humaine peut-être ou peut-être pas. Elle sourit faiblement, un sourire à la fois bienveillant et troublé. C'était toujours les petites imperfections qui disaient la vérité. La mélodie flottait avec difficulté dans la nuit, chaque note hésitante, cherchant un rythme qu'elle ne parvenait pas à trouver. Miss Marple restait assise, immobile, près de la fenêtre éclairée par la lampe, son tricot posé sur ses genoux, écoutant la mélodie vaciller une fois de plus avant de s'éteindre complètement. Le silence qui suivit n'était ni paisible ni vide, il avait la pesante immobilité d'une retenue. Un instant plus tard, elle aperçut la silhouette traverser le cimetière, un homme en manteau sombre, marchant d'un pas rapide vers le portail, la tête baissée, les mains gantées malgré la douceur de l'air. Il ne s'arrêta pas au portail, mais disparut simplement dans le brouillard qui s'accumulait le long du chemin. Au matin, la nouvelle du visiteur nocturne parvint à High Street. Madame Price Ridley annonça, au cours de sa livraison de lait, qu'il s'agissait de M. Lenton lui-même, rentré tard de ses prières privées, tout en admettant que sa source était peu fiable, à savoir la femme du sacristain, qui prétendait avoir vu une lampe allumée dans la sacristie bien après minuit. L'idée que le vicaire puisse avoir une raison de prier la réjouissait bien plus qu'elle ne la troublait. Miss Marple, se rendant à l'église ce matin-là, croisa l'inspecteur Cray sur le chemin. Il avait l'air plus sombre qu'avant, son carnet hérissé de pages volantes. « Plus confus que clair, » murmura-t-il. « J'ai parlé à Miss Rowe. Elle affirme n'avoir jamais vu l'expéditeur de la lettre au village. Mais quelqu'un devait savoir qu'elle était revenue. » Ses yeux se plissèrent légèrement. « Vous vivez ici depuis plus longtemps que quiconque, Miss Marple. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain monsieur Peter Ashton ?» Le nom était inconnu, mais évocateur.
Miss Marple marque une pause, fronçant délicatement les sourcils. Un musicien, peut-être? Compositeur, apparemment, dit Cray. Il a adressé plusieurs lettres à Miss Rowe au cours de l'année écoulée. Nous avons retrouvé ses initiales dans son journal intime PR, écrit à côté de plusieurs titres de cantiques. Il ferma le carnet. Si vous entendez ce nom, vous pourriez me le faire savoir. À l'intérieur de l'église, l'odeur du cirage et des fleurs persistait depuis le dimanche. La lumière du soleil traversait les vitraux, projetant des éclats bleus et dorés sur les bancs. Le piano du hall avait été recouvert, mais un coin de la nappe avait glissé, révélant le bois sombre en dessous. Miss Marple le toucha légèrement, la surface des touches était froide. Par la porte de la sacristie, elle entendit des voix, celles du vicaire et de sa femme. « Henri, il ne faut pas ruminer, » disait doucement Madame Lenton. « Vous n'avez rien fait de mal. »« Rien de mal, » répéta le vicaire d'un ton cassant. « Et pourtant, l'inspecteur vient 2 fois en une journée. Les fonds de la paroisse sont interrogés, les lettres interceptées. Ça sera bientôt dans les journaux, grâce aux excès d'Evelyne. Elle a peur, dit sa femme. N'importe qui le serait. On entendit un tiroir se refermer. Alors elle aurait dû rester à Londres, murmura-t-il, et la porte se referma sur ce dernier mot. Miss Marple s'éloigna discrètement, l'air serein. Ce n'était pas ce que les gens disaient qui comptait, mais ce que leur ton exprimait. Dans la voix du vicaire, il n'y avait pas eu de peur, mais du ressentiment, l'émotion plus vive d'un homme qui se sent lésé plutôt qu'accusé. Devant le portail du cimetière, Evelyn Rowe attendait. Ses gants étaient retirés, ses doigts légèrement tachés d'encre. « Vous l'avez entendu, dit-elle sans lever les yeux. Ils pensent que j'ai semé le scandale ici. Mais il n'est pas mort, Miss Marple. Il ne mourrait pas sans m'avoir fait appeler. »« Lui » demanda Miss Marple doucement. Evelyn hésita. « Peter Ashton. Nous devions nous marier. Seulement il a changé d'avis quand la vérité a éclaté. Sa bouche tremblait. Je suis rentré parce que je n'avais plus rien à cacher. Et pourtant, vous recevez encore du courrier, dit Miss Marple doucement. Jusqu'à la semaine dernière. Evelyn parut surprise. Comment le savez-vous? Oh, on apprend beaucoup au guichet de la poste, ma chère. Le silence est rarement. L'absence de bruit, c'est généralement son écho. Une ombre s'avançait sur le chemin derrière eux, M. Finch, le bedeau, chapeau à la main, se déplaçant avec sa prudence habituelle. Il les salua, les yeux baissés, et se dirigea vers la sacristie. Lorsqu'il fut hors de portée de voix, Evelyn poussa un soupir tremblant. « Il me fait peur. » Toujours à m'observer, comme s'il guettait une erreur. « Les gens qui observent, » dit Miss Marple, « sont souvent ceux qui craignent d'être vus. » Ce soir-là, tandis que Miss Marple arrosait ses géraniums, l'inspecteur Cray réapparut, l'air fatigué mais résolu. « Nous avons retrouvé la trace d'un télégramme, dit-il. Envoyé de Londres il y a 3 jours à l'adresse de Miss Rowe non signée. Le commis se souvenait d'un homme avec un parapluie. Il disait que le message disait « Pardonnez-moi avant que le glas ne sonne à nouveau ». Il marque une pause. « Ça vous dit quelque chose ?» Miss Marple inclina la tête. « En effet. Mais le pardon est une demande curieuse de la part de quelqu'un qui n'est pas encore repenti. Vous pensez donc qu'il est vivant ? Je pense, dit-elle pensivement, que quelqu'un veut lui faire croire qu'il l'est. » Cray soupira. « Nous avons aussi trouvé autre chose. Les comptes de la chorale ont été falsifiés. De l'argent a disparu. Le vicaire ne peut l'expliquer, mais sa femme gère le registre. Entre nous, il est possible qu'elle ait emprunté sur les fonds. Ou qu'elle ait couvert quelqu'un d'autre, murmura Miss Marple. La réputation est souvent protégée au détriment de la vérité. Lorsqu'il partit, le crépuscule s'installa sur les toits. Miss Marple resta près de la fenêtre, le regard fixé sur le clocher de l'église qui s'assombrissait dans le ciel. Quelque part, la cloche du soir se remet à sonner, plus lourde, plus lente, un écho de la première nuit. Entre 2 coups, elle crut entendre un second son faible, pas tout à fait synchronisé avec la cloche, presque comme une autre cloche plus petite, sonnant de façon décalée ou peut-être le bruit sourd et creux d'un objet métallique se déplaçant avec précipitation. Quelques instants plus tard, le heurtoir retentit violemment. C'était Madame Price Ridley, essoufflée par la satisfaction de cette mauvaise nouvelle. « Il a été enlevé !» halte-t-elle. « Le bedeau, Monsieur Finch. L'inspecteur Cray l'a amené. Il dit qu'il a été vu rôdant près de la sacristie à minuit avec une lampe et une bêche. » Miss Marple la remercia calmement, mais ses doigts se crispèrent sur la tasse de thé. Un homme avec une bêche à minuit, un suspect assez respectable pour un village agité. Et pourtant, pensa-t-elle, tandis que la cloche sonnait sa dernière note inégale, personne n'enterre la vérité dans la terre sans être d'abord sûr qu'elle ne repoussera pas.
Le dernier coup de cloche résonnait encore lorsque Miss Marple posa sa tasse de thé et attrapa son châle. La vitre tremblait légèrement à cause du bruit, ou peut-être à cause du léger vent qui s'élevait sur la place Saint-Mildred. De l'autre côté de la rue, une lanterne vacillait, et les hommes de l'inspecteur escortaient M. Finch vers la voiture de l'agent. Le visage du bedeau, à moitié éclairé par la lumière des lampadaires, était pâle et étrangement vide, ni provocateur ni craintif, seulement fatigué. Il tenait son chapeau à deux mains, le tournant lentement comme si son bord pouvait encore expliquer quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Madame Price Ridley s'attardait dehors, vêtue de son manteau, racontant chaque mouvement avec délectation. « Voyez-vous, Miss Marple, ils ont trouvé la bêche derrière le mur de la sacristie. De la terre fraîche dessus, même s'il prétend qu'il creusait des terriers de blaireaux. Des blaireaux, à son âge. Son rire n'était pas plein d'humour, seulement de satisfaction. Et la lampe encore allumée quand ils l'ont attrapé. C'est une preuve suffisante pour moi. En effet, dit Miss Marple d'un ton doux, rapprochant son châle, les preuves sont multiples, ma chère, mais la plus trompeuse est celle qui paraît complète. Madame Price Ridley renifla, hésitant à interpréter cela comme un acquiescement, et s'éloigna vers son prochain auditeur. Miss Marple resta un moment immobile, regardant les feux arrière disparaître au bout de l'allée. Puis elle rentra, baissa sa lampe et reprit son tricot, même si son regard avait complètement quitté les mailles. Il était curieux, pensa-t-elle, qu'un homme ayant passé la moitié de sa vie parmi les tombes ait besoin d'en creuser une à minuit, et plus curieux encore qu'il ait choisi la nuit même où un mot sur le pardon était apparu. Au matin, toute Sainte-Mildred bourdonnait comme une ruche dérangée. Dans la file d'attente de la boulangerie, on parlait de confession à la poste, on murmurait des liaisons secrètes à midi. Même le laitier avait son opinion sur le châtiment divin. La seule personne absente ce matin-là était Madame Lenton. Le vicaire dirigeait seul les premières prières, le visage tiré, son sermon étrangement bref. Il évitait tout contact visuel avec quiconque, sauf avec Mademoiselle Marple, à qui il adressa un mince sourire, presque suppliant, tandis que l'assemblée se dispersait. Dehors, l'inspecteur Cray attendait près du porche, carnet à la main. « Nous avons trouvé ce que Finch enterrait, » dit-il lorsqu'elle s'approcha. Une petite boîte en fer blanc scellée à la cire. Ni nom, ni inscription. « Et qu'y avait-il à l'intérieur » demanda Miss Marple, les yeux brillants. « Des lettres, à moitié brûlées. Celle du haut adressée à Miss Rowe, à Londres. » Il baissa la voix. L'écriture correspond à la note du piano. L'expression de Miss Marple s'adoucit. Alors, les morts écrivent aux vivants. Ou peut-être que les vivants font semblant d'être morts. Cray fronça les sourcils. Vous pensez que Finch a falsifié les lettres? Oh non, Monsieur Finch a le genre de conscience qui ressemble à la simple proximité d'un acte répréhensible. S'il a enterré quelque chose, c'est parce qu'on lui a dit que c'était son devoir de chrétien. Vous voulez dire le curé? Ou sa femme? Dit doucement Miss Marple. Une paroisse n'obéit pas toujours à la chair parfois. Elle obéit au presbytère. L'inspecteur hésita. Nous les interrogeons à nouveau. Madame Lenton est malade depuis l'aube. Sa femme de chambre dit qu'elle n'a pas quitté sa chambre. La maladie, murmure Miss Marple, est souvent le moyen pour le corps de répéter le remords. Cet après-midi-là, elle se rendit seule au cimetière. L'air était chargé d'un parfum de pierre humide et de lierre. Près du mur de la sacristie, une parcelle de terre remuée marquait l'endroit où la boîte avait été trouvée. Quelques pâquerettes fanées gisaient écrasées sous ses pieds. Elle se pencha pour examiner le sol et remarqua, à moitié enfoncé dans la boue, un petit objet en laiton pas plus grand qu'un bouton. Elle le souleva avec précaution. C'était la tête d'un diapason, dont la tige avait été cassée. Les initiales PA étaient engravées faiblement sur un bord. Elle le fait tourner entre ses doigts, le métal froid comme l'eau. Un diapason, l'instrument du musicien, utilisé pour trouver la justesse. Pourtant, brisé, il ne pouvait plus tenir le son. Le regard de Miss Marple se porta vers la salle paroissiale. Derrière ses fenêtres closes, elle imagine le piano attendant en silence, sa fausse note résonnant faiblement dans sa mémoire. Alors qu'elle glissait le fragment dans sa poche, la porte de l'église s'ouvrit en grinçant. Evelyn Rowe se tenait là, le visage pâle sur le bois sombre. « Ils l'ont arrêté, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Monsieur Finch, tout le monde dit qu'il a enterré les lettres de Peter. »« Apparemment, » répondit Miss Marple. « Mais les apparences sont complaisantes, elles ont tendance à nous dire la vérité que nous souhaitons le plus entendre. » Evelyn s'approcha. « Vous le pensez innocent ?»« Je pense, » dit Miss Marple,
que l'innocence est un luxe rarement accordé à ceux qui en savent trop. Evelyn baissa les yeux et fit tourner ses gants. J'ai parlé à l'inspecteur du caractère de Peter, de son incapacité à supporter l'idée d'un échec. À la fin de nos fiançailles, il a dit qu'il préférait mourir plutôt que de me voir dans une autre chorale. Mais il n'était pas cruel, seulement fier. Elle hésita. Sa dernière lettre était pleine d'excuses. C'est pourquoi j'ai pensé... Sa voix s'éteignit, laissant la phrase inachevée. « Est-ce qu'il avait peut-être l'intention de vous rencontrer ici ?» suggéra doucement Miss Marple. Le silence d'Evelyn lui suffisait. Ils marchèrent ensemble vers le porche. Au-delà, le brouillard avait recommencé à monter, pâle et bas sur l'herbe. « Lui as-tu déjà joué ce morceau ?» demanda Miss Marple. « Celui sur le papier. Déchiré ?» Evelyn secoua la tête. Il était inachevé. Un hymne qu'il avait commencé pour moi. La note murmurait au crépuscule. Sa voix trembla. Il a dit que le dernier vers viendrait avec le pardon. Miss Marple hocha la tête pensivement. Le titre persistait comme un parfum dans son esprit. Un hymne au pardon, écrit par un homme incapable de se pardonner et copié, peut-être, par quelqu'un qui souhaitait s'en approprier le sentiment à des fins plus sombres. Arrivée au portail, elle toucha doucement le bras d'Evelyn. « Ne désespère pas, ma chère. La vérité est un peu comme la musique. Elle commence par l'harmonie, mais c'est la discorde qui la rend mémorable. » Ce soir-là, Miss Marple était assise près de son foyer, le diapason brisé posé à côté de sa tasse de thé. Il projetait une faible lueur métallique à la lueur du feu, une petite chose parfaite, abîmée par la pression. Elle pensa aux mains tremblantes de Madame Lenton, à la voix fragile du vicaire, à la peur d'Evelyn d'être observée. Tout cela lié par un seul accord silencieux. Lorsque 9 heures sonnèrent, le son résonna faiblement dans la pièce, et quelque part dans cet écho, Miss Marple entendit le début de la note suivante. La lumière du feu s'adoucit et vacilla, projetant sur le diapason en laiton des lueurs dorées et fugaces. Miss Marple examina sa tige brisée, écoutant le faible tic-tac de l'horloge. Il était curieux, pensa-t-elle, que le son puisse survivre au sens qu'une simple vibration puisse persister longtemps après avoir cessé d'être utile. L'horloge sonna de nouveau, l'écho se superposant à l'air immobile, et elle se leva, attrapant son cardigan avec une résolution tranquille. L'heure était venue d'écouter, non pas les cloches cette fois, mais les gens. Dehors, le brouillard du soir s'était épaissi en une brume argentée qui brouille les haies et adoucissait les lampadaires le long de la verdure. Une silhouette solitaire attendait près du portail du presbytère l'inspecteur Cray, le col relevé pour se protéger du froid. « Ah, mademoiselle Marple, dit-il d'un ton respectueux, fatigué. Vous êtes rentrée tard. Je suppose que vous êtes au courant. » Elle sourit faiblement. « J'ai rarement le privilège d'être au courant avant tout le monde. Il relâche Finch, dit-il. L'écriture de ces lettres ne correspond pas à la sienne, et le vicaire insiste sur le fait que sa vue ne permettrait pas de falsifier. Pourtant, son silence était significatif. On a caché plus que la vérité. Nous avons trouvé une autre lettre, presque réduite en cendres, mais l'enveloppe portait ses initiales. De Madame Lenton ? Exactement. Ils marchèrent ensemble vers le chemin du presbytère, leurs pas étouffés par la terre humide. La lumière jaillissait de la fenêtre du salon, dont les rideaux n'étaient qu'à moitié tirés. À travers eux, Miss Marple aperçut Madame Lenton assise au piano, le dos droit, les mains immobiles sur les touches. Le pasteur se tenait à côté d'elle, le regard baissé, l'air hésitant entre réconforté et condamné. La mélodie qui avait hanté le village semblait suspendue au bout de ses doigts, attendant d'émerger, et pourtant, elle ne le fit pas. Cray frappa doucement, et ils furent admis avec une politesse formelle. Le vicaire leur fit signe de se diriger vers l'âtre, un sourire figé. « Vous nous pardonnerez notre désarroi. » Cette horrible affaire s'interrompit lorsque Madame Lenton se leva brusquement. « Henri, je vous en prie, dit-elle doucement. Plus d'explications. Nous avons passé notre vie à nous expliquer. » Miss Marple inclina la tête, l'air d'une légère sympathie. Parfois, les explications ne servent qu'à redonner à la culpabilité des formes plus confortables. Madame Lenton eut un petit rire amer. « Vous me croyez coupable, alors ? » ?»« Oh, pas coupable, ma chère, simplement acculée par les circonstances. C'est une situation qui peut pousser les innocents à se comporter de manière assez inquiétante. »« Vous êtes très intelligente, Miss Marple, » dit sèchement le vicaire. « Mais vous oubliez que nous sommes dans une paroisse, pas dans un tribunal. »« En effet, » murmura-t-elle, « les paroisses sont beaucoup moins indulgentes. » L'inspecteur Cray s'éclaircit la gorge. «
Vous préféreriez peut-être que je sois direct. Nous avons retrouvé une lettre envoyée de cette maison à Londres, de la même écriture que les notes, mais l'adresse de retour a été modifiée. Le contenu a disparu brûlé, comme vous le savez. Mais il semble qu'elle ait été écrite peu avant la disparition de M. Ashton. Pour la première fois, l'assurance de Madame Lenton se brisa. Sa main tremblait sur le piano. « Je ne lui ai pas écrit, murmura-t-elle. Pas les paroles. Je les ai juste copiées. » Il jeta un coup d'œil à son mari, puis hésita. Henri m'a demandé de l'envoyer. Il a dit que c'était un devoir pastoral de persuader le jeune homme de se repentir. Je ne savais pas que le visage du vicaire avait pris une teinte de pierre. Ça ira, Margaret. Mais la voix de Miss Marple était calme, presque celle d'une conversation. C'est un devoir extraordinaire que de recourir à la main d'une femme pour dissimuler les intentions d'un homme. Dites-moi, monsieur Lenton, recherchiez-vous le repentir ou le silence ? Le vicaire perdit son sang-froid. Cette lettre n'avait aucune intention de nuire. Ashton devait de l'argent à l'église. Il a emprunté à notre caisse pour payer ses dettes et est parti sans rendre un sou. Au retour de Miss Rowe, le scandale menaçait d'éclater à nouveau. Je voulais seulement protéger la paroisse et ma femme. Cray griffonna un mot. « Alors, vous admettez l'avoir envoyé ?»« Pas le dernier, » dit rapidement le vicaire. « Je le jure. Quelqu'un d'autre l'a écrit. » Il se tourna vers Miss Marple, la voix tendue. « Vous me croyez, n'est-ce pas ? Vous devez voir ce que cela pourrait faire à votre nom. » Le regard de Miss. Marple se porta sur le piano, dont l'une des touches d'ivoire portait une légère tache grise de la cire. Peut-être, ou de la cendre. Les noms, dit-elle doucement, sont des choses délicates, révérends. Une fois effacés, ils ne redeviennent jamais tout à fait blancs. Son regard se porta sur Madame Lenton. « Vous avez dit avoir copié la lettre. En avez-vous gardé un brouillon ?» Les yeux de Madame Lenton s'écarquillèrent. « Oui, je crois. Elle était dans mon recueil de cantiques. Je l'ai laissée sur le piano la semaine dernière. » Ils ouvrirent ensemble le recueil de cantiques, et coincé entre les pages de « Demeure avec moi », se trouvait une fine feuille de papier, dont les bords avaient été jaunis par la chaleur du feu. Une seule ligne restait lisible. « Pardonne-moi » avant que le glas ne sonne à nouveau. Les paroles étaient identiques à celles trouvées sur le piano ce soir-là pourtant. L'écriture, bien que similaire, était indéniablement féminine. Cray soupira. C'est donc elle qui l'a écrit, finalement. Mais Miss Marple secoua doucement la tête. Ou avant. Il ne faut pas confondre paternité et paternité intentionnelle. Madame Lenton, vous avez copié ceci autrefois. Peut-être que quelqu'un vous a copié à son tour. La voix du vicaire rompit le silence. Alors qui ? Qui ferait une chose pareille ? Miss Marple regarda vers la fenêtre, où une légère buée se pressait contre la vitre. Quelqu'un qui comprenait que les mots peuvent blesser plus profondément que n'importe quelle arme. Quelqu'un qui savait que le pardon, une fois demandé, devient la forme la plus cruelle de châtiment. Alors qu'ils quittèrent le presbytère, le brouillard s'épaissit, épais comme de la laine. Du clocher, une cloche se mit à sonner pour les vêpres douces, rythmée, mais étrangement irrégulière, comme si sa corde s'était effilochée. Miss Marple s'arrêta au portail, tendant l'oreille. Le son portait une seconde tonalité en contrebas, faible mais délibérée, faisant écho à son propre malaise. « Inspecteur, dit-elle doucement, je me demandais si vous pouviez poser une dernière question à M. Finch. »« Laquelle ? S'il a réparé la cloche au printemps dernier, et si oui, ce qu'il a trouvé attaché au battant. » La lanterne de l'inspecteur Cray traça un léger arc doré sur le chemin du cimetière, tandis que lui et Miss Marple approchèrent de la porte du clocher. Le brouillard s'était épais autour des pierres tombales, et chaque pas résonnait faiblement sous l'arche, comme si le son lui-même hésitait à s'élever. La cloche au-dessus d'eux émit un nouveau gémissement incertain, une protestation métallique qui semblait presque humaine dans sa lassitude. Cray tourna la clé de fer dans la lourde porte, dont les gonds grincent comme un objet réveillé par le sommeil. À l'intérieur, l'air sentait la poussière et l'huile. Les 3 escaliers serpentaient vers le haut, dans l'ombre. Miss Marple la suivit sans hésitation, son calme défiant l'obscurité. À mi-hauteur, l'inspecteur s'arrêta pour allumer une autre lanterne, dont la lueur révéla de vieilles inscriptions gravées dans le mur, les initiales de générations de sonneurs, des noms à moitié effacés par le temps. Lorsqu'ils atteignirent le beffroi, la cloche était immobile, sa surface luisant faiblement à la lumière de la lampe. En dessous, la poutre en bois et le cordon enroulé luisèrent d'un poli récent. Cray examina attentivement le mécanisme, passant sa main sur la poutre. « Finch a dit qu'il avait réparé ça en avril dernier, » murmura-t-il. «
Il a dit qu'il avait trouvé quelque chose coincé dans la charnière du battant. Un ruban, pensa-t-il, même s'il était déjà tombé en poussière le temps qu'il le dénoue. Le regard de Miss Marple se posa sur le bord de la cloche. Un ruban est rarement sans signification dans un village, dit-elle doucement, surtout quand il est lié au silence. L'inspecteur fronça les sourcils. Il a prétendu avoir brûlé ce qu'il en restait, pensant que c'était une décoration de Pâques négligée. Il a dit que le vicaire l'avait remercié pour son ordre. « Vraiment ?» murmura Miss Marple. « Alors, j'ose dire que la gratitude du vicaire était prématurée. » Alors que Gray se retournait pour vérifier les cordes, un léger tintement métallique retentit dans un coin. Quelque chose de petit était tombé entre les lattes du plancher. Il se baissa et le récupéra un fragment de cire, noirci par la suite. « Encore de la cire de bougie, » dit-il d'un ton sombre. « On dirait que cette église a vu plus de veillées que de culte ces derniers temps. » Miss Marple l'examina dans sa paume. « De la cire noire, encore, » remarqua-t-elle. « On l'utilise aux funérailles, mais jamais au goûter de la chorale. » Lorsqu'ils descendirent dans la nef, le brouillard s'était glissé par la porte ouverte comme un fantôme rentrant chez lui. Les bancs pâlissaient dans la pénombre, et quelque part près de l'autel, un léger bruit rompit le silence, non pas des pas, mais un battement d'ailes, comme du tissu effleurant la pierre. Cray leva sa lanterne, et le faisceau éclaira Evelyn Rowe, debout près de la balustrade de communion. Elle sursauta à leur approche, le visage blanc comme la craie, les yeux écarquillés. « J'ai entendu la cloche, » dit-elle d'une voix faible. Elle sonnait faux, comme si elle pleurait. Je suis venue prier. L'expression de l'inspectrice s'adoucit légèrement. « Il est tard pour les prières, mademoiselle Rowe. »« Il n'est jamais trop tard, » murmura-t-elle, malgré le tremblement de ses mains. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur elle, ses doigts légèrement maculés de suie. « Vous avez allumé des bougies, ma chère ?»« Oui, » répondit vivement Evelyn, « pour lui. » Son regard se porta vers l'autel, pour Peter. Cray suivit son regard et se figua. Sur la marche de pierre devant l'autel se trouvait un petit paquet enveloppé, dans du papier kraft ficelé. Il s'agenouilla, détacha la ficelle et déplia soigneusement le papier. À l'intérieur se trouvait une partition pliée, les coins brûlés, la surface tachée de cendres. Le titre était écrit d'une écriture gracieuse, la note murmurée au crépuscule. En dessous, un léger massage au crayon, que la dernière note soit frappée quand la vérité sera prête à être entendue. Pendant un instant, personne ne parla. Puis, Evelyn murmura que c'est son écriture. Peter. Je le jure. Sa voix se brisa à l'énoncé du nom. Il a dû l'envoyer avant qu'il parte avant quoi ? Demanda Cray doucement. Avant sa mort, dit-elle, même si le mot semblait lui couper le souffle. On l'a retrouvé noyé dans la Tamise au printemps dernier. On a dit que c'était un accident, mais je savais qu'elle portait la main à sa bouche. Il a dit qu'il ne pouvait pas affronter le déshonneur. C'était après que le vicaire lui ait écrit. Le visage de Miss Marple reste impassible, mais ses yeux expriment le calme d'une profonde réflexion. Et qui vous a annoncé sa mort, Miss Rowe ? Un Londonien, un ami de Peter, un certain Monsieur Ingram. Il m'a envoyé la coupure de presse. Vous ne l'avez jamais vue vous-même ? Non. Sa voix tremblait. Mais la lettre était vraie. Je l'ai gardée. Je l'ai brûlée la semaine dernière. Je n'ai pas supporté de la revoir. L'inspecteur Cray se leva. Eh bien, il semble que notre mort ait écrit une bonne affaire pour quelqu'un au fond de la Tamise. Soit nous sommes hantés, soit nous avons un fantôme bien vivant. Il plie soigneusement la feuille. Nous allons rapporter cela pour analyse. Miss Marple, cependant, s'attarda. Son regard s'était posé sur la nappe d'autel dont le bord brodé était légèrement de travers. Elle se pencha et lissa le tissu d'une main délicate. En dessous, quelque chose de fin et de rectangulaire reposait sur la pierre, une petite enveloppe, jaunie par le temps. Elle la sortit et la présenta à la lumière. Elle portait le sceau de la paroisse, mais aucun nom. À l'intérieur se trouvait un simple bout de papier, écrit de la même écriture en boucle que le cantique. « Quand la cloche sonnera 3 fois, souvenez-vous de ce qui a été promis. » Cray poussa un soupir de frustration. Encore des énigmes. Celui qui a écrit ça avait un penchant pour le théâtre. Miss Marple glissa le papier dans l'enveloppe. « Pas de théâtre, inspecteur. La culpabilité parle rarement, franchement. Elle doit se parer de mystère pour rester supportable. » Dehors, la cloche sonna brusquement 1 fois, 2 fois, puis une 3e fois, brutale, qui fit trembler les vitres. Tous 3 se tournèrent brusquement vers la tour. La corde pendait, immobile, mais l'écho du péage résonnait dans l'air comme tiré par des mains invisibles. Evelyn poussa un cri étranglé et s'enfuit dans le brouillard.
Cray se lance à sa poursuite, mais Miss Marple le saisit par la manche. « Lâchez-la, dit-elle doucement. La peur a sa propre direction. Elle la mènera là où nous ne pourrons pas. » L'inspecteur hésita, puis hocha la tête d'un air sombre. « Vous pensez qu'elle ment ?»« Je pense, dit Miss Marple en regardant la brume engloutir la silhouette de la jeune fille, qu'elle a dit trop de vérité, mais pas tout à fait la sienne. » Le cordon de la cloche oscillait doucement dans le courant d'air. Quelque part, là-haut, le métal trembla de nouveau, libérant un murmure creux qui ressemblait presque à un soupir. La vibration mourante de la cloche persista comme un souffle trop longtemps retenu, dans la nef avant de s'éteindre dans le silence. Miss Marple regarda la corde se poser contre la poutre, l'air serein mais attentif. L'inspecteur Cray se tenait immobile à ses côtés, sa lanterne projetant des ombres agitées sur les bancs. L'air était chargé, comme si quelque chose d'invisible venait de changer de place dans le monde. Un instant plus tôt, l'église semblait sainte maintenant, elle semblait à l'écoute. Elle a accouru vers le presbytère, dit Cray en jetant un coup d'œil par la porte embrumée. Je ferais mieux de la suivre avant qu'elle ne s'effondre. Allez, murmure Miss Marple, mais doucement. La peur, acculée, peut faire que même les innocents se comportent non comme des fugitifs. Il fit un bref signe de tête et disparut dans la brume, ses pas s'éloignant vers la verdure. Miss Marple resta immobile, sa petite silhouette encadrée par la pâle lueur de l'autel. Elle toucha l'enveloppe dans sa poche, celle sur laquelle était écrit « Quand la cloche sonnera 3 fois, souvenez-vous de ce qui a été promis. » L'écriture possédait la même grâce inégale, un mélange d'art et de hâte nerveuse. Qu'était ce qui était promis, se demanda-t-elle. Et à qui? Son regard se tourna vers le piano dans le hall attenant. À peine visible à travers la porte ouverte, son couvercle poli reflétant la faible lueur de la lune. Traversant l'allée, elle s'en approcha et ouvrit le couvercle avec précaution. Un léger parfum de cire de bougie s'en échappa. Une feuille de papier à musique vierge reposait sur les touches, mais sous son coin brillait quelque chose de plus sombre, un petit éclat de verre aux arêtes vives, recouvert d'une fine couche de suie. Elle le souleva délicatement entre ses doigts. Il provenait d'une lanterne, pensa-t-elle, de celle que portent les bedeaux lors des veillées nocturnes, ou peut-être de quelqu'un souhaitant se déplacer discrètement. Elle réfléchissait encore lorsqu'un bruit lui parvint des pas dans le couloir, instables et précipités. Madame Lenton apparut dans l'embrasure de la porte, sa robe de chambre serrée contre elle, une bougie tremblant faiblement à la main. « Mademoiselle Marple, murmura-t-elle, est-ce vrai ?» On dit que Evelyne a encore pris la fuite, en courant vers le pont. Sa voix tremblait. Henri est parti à sa poursuite. L'inspecteur aussi, dit doucement mademoiselle Marple. On dirait que le village est réveillé pour de mauvaises raisons. Les yeux de madame Lenton brillaient à la lueur de la bougie. Vous la croyez coupable, n'est-ce pas? Qu'elle ait écrit ces choses horribles? Je pense, dit doucement Miss Marple, que culpabilité et innocence sont rarement les opposés bien nets qu'on imagine. L'une n'est souvent que l'ombre de l'autre. La femme du pasteur vacilla légèrement, comme sous un poids invisible. « Vous ne devez pas lui dire ce que vous soupçonnez, » murmura-t-elle. « Il n'a pas pu le supporter, pas une fois de plus. » La flamme de la bougie vacilla. « Encore ? Oh, rien. Je me suis mal exprimée. » Elle se retourna brusquement et posa la bougie sur le banc le plus proche. « Je devrais y aller. Ils reviendront bientôt. » Mais le regard de Miss Marple ne la quitte pas. « C'est très curieux, » dit-elle doucement. « Comme on brûle souvent ce qu'on craint que d'autres ne lisent. Et pourtant, la cendre, comme la musique, laisse toujours des traces. » Madame Lenton émit un son bas miroir, sanglot, et se précipita par la porte latérale, ses pas résonnant de façon irrégulière sur le carrelage. Le silence qui suivit sembla plus profond qu'auparavant. Miss Marple s'approcha du banc où la bougie avait été placée et baissa les yeux. Un léger voile de cire noire maculait le bois. C'était la même couleur que les fragments du clocher et celle qui avait marqué la nappe le soir du goûter. Ce lien n'était pas une preuve, mais un rythme, une répétition d'un comportement, une sorte de signature laissée par la main nerveuse du remords. Un coup sec à la porte d'entrée interrompit ses pensées. Elle s'ouvrit sur l'inspecteur Cray, essoufflé, son manteau trempé de buée. « Ils l'ont trouvé, » dit-il, près de l'étang du moulin, à moitié gelé, hystérique. Le vicaire l'a amenée. Il prétend qu'elle n'arrêtait pas de crier que quelqu'un la suivait. Il marque une pause, observant l'expression de Miss Marple. Il n'y avait personne d'autre sur la route. C'est ce qui l'effraie le plus, dit Miss Marple. C'est rarement le poursuivant visible que nous redoutons, c'est celui qui marche derrière notre conscience. Ils retournèrent ensemble au presbytère, où Evelyne était assise près de l'âtre, enveloppée dans une couverture. Ses yeux étaient écarquillés, son visage décoloré.
Le pasteur se tenait à ses côtés, une main sur son épaule, dans une posture à la fois protectrice et possessive. Madame Lenton se tenait derrière eux, pâle et immobile. Le tableau aurait pu paraître tendre, n'était la tension qui résonnait dans la pièce comme une note non jouée. L'inspecteur Cray s'adressa calmement au vicaire. « Vous avez bien fait de la ramener, monsieur, mais je devrais poser quelques questions supplémentaires à mademoiselle Rowe demain matin. Cela ne peut pas attendre, dit le vicaire sèchement. Elle est malade. Cela doit attendre, intervint doucement Miss Marple. L'épuisement obscurcit la vérité, et la vérité, comme la musique, doit être entendue juste. Son regard s'attarda sur Evelyne. Vous allez vous reposer, ma chère. Demain, l'air sera plus clair. La jeune fille hocha légèrement la tête. Mais alors que Miss Marple se retournait pour partir, quelque chose attira son attention, une légère trace de brûlure près de la cheminée. Une bougie y avait brûlé trop longtemps, laissant couler de la cire sur le cadre du miroir. La cire était noire. Plus tard, lorsque le silence revint dans la maison, Miss Marple s'attarda dans l'allée, le brouillard se diluant dans une brume pâle. Elle sortit de sa poche l'éclat de verre et le présenta au faible clair de lune. Il ne reflétait pas son visage, mais le miroitement du clocher au loin. La cloche, invisible dans l'obscurité, émit un léger grincement, comme si elle s'agitait dans son sommeil. Ses pensées se rassemblèrent lentement, morceau par morceau le diapason brisé, la cire noire, l'écriture copiée, la cloche de minuit. Chacun était petit, banal, et pourtant, ensemble, ils formaient une mélodie à la fois tragique et délibérée. Elle l'entendait presque maintenant, la note murmurée qui avait tout déclenché, frappée non pas par la seule culpabilité, mais par l'amour, discordante. Lorsqu'elle se retourna enfin vers la maison, les premiers rayons de l'aube effleurèrent l'horizon. Quelque part derrière elle, une porte s'ouvrit et une simple bougie brilla brièvement dans le brouillard, un dernier observateur encore éveillé. Miss Marple marque une pause, écoutant le faible écho des pas sur le gravier. Le bruit venait de la direction du presbytère. Le léger crissement du gravier résonna de nouveau, lent et mesuré, comme si la nuit elle-même la suivait. Miss Marple se tourna légèrement, ses yeux s'habituant à la douce translucidité du brouillard. Une silhouette émergea, l'inspecteur Cray, chapeau à la main, le visage crispé par la fatigue et le doute. « Vous êtes encore éveillé, dit-il doucement. « Vous aussi, répondit-elle. L'heure semble encourager ceux qui ne peuvent pas encore trouver le repos. » Il fait un geste vers la faible lueur de la fenêtre du presbytère. « J'ai cru voir du mouvement à l'intérieur. Madame Lenton, peut-être. Elle n'a pas dormi non plus. » Le regard de Miss Marple suit le sien. « Difficile de dormir quand la maison est pleine de prières inachevées, » murmura-t-elle, « ou de vérités non dites. » Cray expira, son souffle visible dans l'air froid. « Tu crois qu'il cache autre chose ? Je pense, dit-elle doucement, que chacun ici cache précisément ce qu'il croit le moins suspect. » Ils s'approchèrent ensemble du portail. À l'intérieur du presbytère, la lumière vacillait et une bougie vacillait dans le salon. Madame Lenton était assise à la table, sa robe tirée vers le bas, une liasse de papier devant elle. Lorsqu'ils entrèrent, elle sursauta, son expression se teintant de culpabilité avant même de pouvoir la dissimuler. « Vous m'avez fait peur, dit-elle doucement. Je n'arrivais pas à dormir. Je sortais de vieilles lettres. Les papiers qu'elle tenait étaient effectivement anciens, des brouillons de cantiques jaunis et des comptes rendus de comité, mais entre eux se trouvait un document qui n'avait rien à faire. Miss Marple reconnut la légère trace grise de cire sur le bord. L'inspectrice s'avança. « C'est de la correspondance paroissiale, madame ?»« Bien sûr, dit-elle rapidement. De vieilles affaires de financement, programmes musicaux. » Mais ses doigts se crispèrent sur la lettre tandis qu'elle parlait. La voix de Cray reste calme. « Si vous me le permettez, j'aimerais la consulter. C'est privé, dit-elle, l'écriture de mon mari. » Le ton de Miss Marple était doux, presque celui d'une grand-mère. « Alors, vous ne m'en voudrez pas, ma chère. Il y a quelque chose de très touchant dans les lettres d'un homme à sa femme, surtout lorsqu'elles sont écrites après le début de sa maladie. » L'espace d'un instant, Madame Lenton perdit son sang-froid. Elle baissa la tête et le papier lui glissa des mains. Cray le ramassa avec précaution. La moitié supérieure était déchirée. Le fragment restant disait « Elle croit que c'est de lui ». Qu'elle y croit encore un peu. Quand la cloche sonnera à nouveau, elle comprendra. L'inspecteur lut les mots 2 fois avant de parler. « C'est vous qui avez écrit ceci, » dit-il doucement. La réponse de Madame Lenton résonna comme un murmure tiré contre sa volonté. « Oui, je l'ai écrit sous sa dictée. » Miss Marple ne dit rien.
Le tic-tac de l'horloge de la cheminée marqua le silence, régulier et indifférent. Cray plia la lettre. Alors le vicaire a dicté un faux pour tromper Miss Rowe. Il voulait la protéger, dit-elle rapidement. Il pensait qu'elle pourrait faire une bêtise. L'homme qu'elle aimait s'était déshonoré, s'était donné la mort. Henri voulait seulement lui épargner le désespoir. En faisant semblant d'être encore en vie, le ton de Cray était sec. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la cruauté sous une soutane. Madame Lenton se couvre le visage de ses mains tremblantes. Vous ne comprenez pas. Il y avait une autre lettre, une vraie. Peter Ashton lui avait bel et bien écrit, avant de mourir. Elle était pleine de remords. Henri l'a trouvée. Il a pensé qu'elle était trop douloureuse à lire. Alors il l'a brûlée. Plus tard, quand les rumeurs ont commencé, il m'a demandé de lui écrire à nouveau, pour la réconforter. Il a dit qu'elle devait croire que le pardon était encore possible. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Et les mots que vous avez utilisés? Pardonnez-moi avant que le glas ne sonne à nouveau, viennent-ils de cette première lettre? Madame Lenton hocha la tête. Oui, je me souvenais de la phrase. Ils l'utilisaient souvent. C'était leur blague privée à propos du timing de leur duo à la répétition de la chorale. Je la croyais inoffensive. Mais ensuite, cette note épouvantable est apparue au piano. Et Henri a cru que quelqu'un savait. Ses mains se tordèrent sur ses genoux. Il a peur depuis. La mâchoire de Cray se crispa, effrayée ou coupable. Il se tourna vers Miss Marple. « La croyez-vous » Elle esquissa un petit sourire ambigu. « Je crois qu'elle a dit la vérité telle qu'elle la comprend. Mais la vérité n'est pas d'un fil. Inspecteur, c'est une tapisserie, tissée par de nombreuses mains. » Cray soupira et replia soigneusement la lettre dans son carnet. « Je parlerai au vicaire à l'aube. Il devra répondre de cela. »« Oui, » murmura Miss Marple, « même si je doute que ces réponses soient celles que vous attendez. » Dehors, les premiers rayons pâles du matin effleuraient le clocher de l'église. Le brouillard se dissipait, révélant des silhouettes des haies, des pierres tombales, la faible trace du pont au-delà. Cray partit chercher son agent, mais Miss Marple resta sur le seuil, le regard fixé sur le chemin du cimetière. À travers la brume, elle aperçut du mouvement quelqu'un traverser en direction du hall. C'était le vicaire, son manteau jeté à la hâte sur sa chemise de nuit, les mains serrées sur un petit paquet. Il ne la vit pas. Il marcha rapidement vers la tour, d'un pas pressé mais silencieux. Miss Marple le suivit d'un pas mesuré, s'arrêtant tandis qu'il disparaissait à l'intérieur de l'église. Quelques instants plus tard, un bruit retentit à l'intérieur, le frottement sourd du métal contre la pierre. Lorsqu'elle entra, l'air était lourd de poussière. Le vicaire se tenait près de l'autel, agenouillé devant le cordon de la cloche. Il tenait une petite boîte en fer blanc, le couvercle déjà ouvert. Il leva les yeux, surpris, le visage pâle. « Mademoiselle Marple, que faites-vous ici ?»« Comme vous, j'imagine, » dit-elle doucement. « J'essaie de mettre un terme à quelque chose. » Son regard se porta sur la boîte. À l'intérieur se trouvait un morceau de musique plié la dernière page de la note murmurée au crépuscule. « Vous l'avez gardé ?» dit-elle doucement. « Pendant tout ce temps. »« Je n'ai pas pu le détruire, » murmura-t-il. C'était son écriture. Elle la recopiait pour lui. Et chaque soir, quand la cloche sonnait, je croyais entendre à nouveau le son de leur duo. Le regard de Miss Marple se posa sur lui avec une pitié silencieuse. « Vous avez entendu des échos, monsieur Lenton. Mais parfois, les échos ne sont pas des souvenirs, ce sont des avertissements. » Ses mains tremblaient. « Je voulais seulement préserver l'innocence. Et pourtant, dit-elle, l'innocence préservée trop longtemps devient tromperie. » Il referma lentement la boîte. « Allez-vous le dire à l'inspecteur ?»« Non, » répondit Miss Marple à voix basse. « La vérité le lui dira bien assez tôt. » Elle se tourna vers la porte. La cloche, au-dessus d'eux, émit un léger sifflement sourd, bien qu'aucune main n'ait touché la corde. Son unique note flottait dans l'air matinal solitaire, irrésolue, comme une question sans réponse. La cloche vibrait encore faiblement dans l'air frais lorsque Miss Marple sortit dans le cimetière. La brume s'était éclaircie, laissant apparaître le léger reflet argenté de l'aube sur les chaumières. Chaque toit était imprégné d'un voile de givre, et les arbres du chemin semblaient donc se dessiner dans la pénombre. Derrière elle, la porte de l'église restait entr'ouverte, la silhouette du vicaire se dessinant vaguement à l'intérieur penché, immobile, la boîte en fer blanc posée à ses pieds comme une accusation. L'inspecteur Cray approchait déjà, le col de son manteau relevé pour se protéger du froid. « Vous l'avez trouvé ici ?» demanda-t-il. « Il n'a rien dit ?» Miss Marple secoua légèrement la tête. Seulement ce que les hommes disent quand ils n'ont plus de mensonges bienveillants. Elle regarda la tour dont la cloche s'était tue,
le silence pesant. Il veille sur quelque chose de bien plus ancien que la culpabilité, inspecteur, sur un amour qui s'est transformé en honte. Cray suivit son regard. J'ai vu des hommes se détruire pour moins que ça. Il marque une pause. Pourtant, ça ne nous dit rien sur qui a placé cette note sur le piano, ni sur qui a effrayé Mademoiselle Rowe en lui faisant croire que son fiancé défunt parlait d'outre-tombe. Non, dit doucement Miss Marple, mais peut-être que ça nous dit qui voulait lui faire croire qu'il en était encore capable. Ils se dirigèrent ensemble vers le presbytère, où de la fumée commence à s'échapper de la cheminée de la cuisine. Une servante, vêtue d'un châle, se tenait sur le pas de la porte, pâle et tremblante. « S'il vous plaît, monsieur, murmura-t-elle, Madame Lenton ne va pas bien. Elle s'est évanouie, ou pire, je l'ai trouvée par terre, près de l'âtre. » Cray se précipita à l'intérieur. Miss Marple le suivit plus lentement, son regard scrutant déjà le hall, la tasse de thé renversée, la faible odeur de suie. Sur la table se trouvait un recueil de cantiques ouverts, dont les pages étaient marquées de brûlures de bougies. Dans la marge, à côté de « Demeure avec moi », un seul mot était écrit au crayon promesse. Madame Lenton était allongée sur le tapis, le visage décoloré, mais la respiration faible et régulière. L'inspecteur s'agenouilla près d'elle, vérifiant son pouls. « Évanouie, comme l'a dit la servante », murmura-t-il. « Elle se rétablira bien assez tôt. » Miss Marple s'accroupit près de lui, le regard fixé sur la petite tache de cire noire qui maculait la manche de la robe de Madame Lenton. « On dirait, dit-elle, que les cierges de cette paroisse brûlent plus longtemps que leurs prières. » Tandis qu'ils aidaient Madame Lenton à s'asseoir, elle remua, les paupières battantes. « Il est parti, murmura-t-elle. Henri est retourné à l'église. Il a dit qu'il devait arranger les choses. » Cray se leva aussitôt. « Réparer quoi ?»« La cloche, murmura-t-elle. Il a dit qu'elle devait sonner une fois de plus avant la messe du matin. Sa voix tremblait. Il m'a promis de ne la sonner qu'une fois. » Sans un mot de plus, Cray se précipita vers la porte. Miss Marple la suivit d'un pas mesuré mais rapide. Lorsqu'ils atteignirent toute l'église, l'air était lourd de l'écho du son de la cloche un seul coup délibéré. Elle vibra à travers les pierres et se répandit dans le silence. L'inspecteur ouvrit brusquement la porte du clocher. Le vicaire se tenait près du cordon de la cloche, pâle comme la lumière, les mains jointes. « C'est fait, » dit-il doucement. La dernière note retentit. Le ton de Cray était dur. « Qu'avez-vous fait ?»« Ce qui avait été promis, » répondit le vicaire. L'hymne n'était jamais terminé sans sa fin. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. « Et de qui était cette promesse, monsieur Lenton? La vôtre ou la sienne ?» L'espace d'un instant, il sembla ne pas comprendre. Puis quelque chose se brisa sur son visage. La lassitude se mêlait à une sorte de soulagement. « Les deux, » murmura-t-il. « La mienne et celle de Margaret. Nous pensions pouvoir apaiser son chagrin par un mensonge. Mais les mensonges poussent comme le lierre. Ils s'accrochent jusqu'à arracher le mur avec eux. » Crazy fait un pas en avant. « Vous admettez avoir falsifié les notes ultérieures ?»« Oui, » répondit le vicaire à voix basse. « Je pensais que si Evelyne se croyait pardonnée, elle pourrait tourner la page. Mais elle a vu plus qu'elle n'aurait dû l'écriture de Margaret Monceau. Quand j'ai essayé de brûler le dernier morceau, le papier a pris trop de temps et la cloche s'est mise à sonner comme s'il s'interrompait, frissonnant, comme si quelqu'un m'avait appelé au secours. » Miss Marple leva les yeux vers le cordon de la cloche, l'air pensif. « Alors, vous n'avez pas écrit le message final ?»« Non, » dit-il d'un ton morne. « Je ne l'ai vu que le soir du goûter. » Ses yeux se tournèrent vers elle. « Vous l'avez toujours su, n'est-ce pas? Que quelqu'un d'autre écrivait encore? »« Je m'en doutais, » répondit-elle doucement. « La culpabilité a de nombreux auteurs. » Ils descendirent ensemble les marches de la nef. Les premières lueurs du matin éclairaient les bancs, transformant la poussière en un lent voile doré. Evelyn Rowe se tenait près de l'autel, son châle serré sur ses épaules. Son visage était calme, presque serein. « Il est en paix maintenant, » dit-elle. « J'ai entendu la cloche. 3 fois, comme il l'avait promis. »« Une seule fois, » la corrigea Cray. « Non, » dit-elle avec une conviction tranquille. « 3. » Elle se tourna vers Miss Marple. « Vous l'avez aussi entendu, n'est-ce pas ?» Miss Marple soutint son regard avec assurance. « J'ai entendu ce que je devais entendre. » La jeune fille esquissa un léger sourire, comme satisfaite. Puis, elle déposa quelque chose sur l'autel, un petit diapason en laiton, dont la tige était nettement cassée à la base. « Je l'ai trouvé ce matin dans ma poche, » dit-elle. « Je ne me souviens pas l'y avoir mis. » Cray tendit la main vers elle, mais la main de Miss Marple l'en empêcha. « Laissez-la, » dit-elle doucement. « Elle est là, elle a joué de sa note. » L'inspecteur fronça les sourcils.
Vous pensez qu'elle... Je pense, interrompit doucement Miss Marple, que nous devrions tous laisser la mélodie s'arrêter là où elle a commencé. Le vicaire s'affaisse sur le premier banc, la tête baissée. Madame Lenton apparut à la porte, pâle et tremblante, le cherchant du regard. En voyant Evelyn, son visage s'adoucit, presque maternel. « Ce n'était pas pour vous faire du mal, murmura-t-elle. Nous voulions seulement vous préserver du désespoir. » Evelyn se retourna, l'air distant mais tendre. « C'est vrai, dit-elle. Mais pas comme vous le pensiez. » Miss Marple s'avança, la main posée sur le bord du banc. « Le pardon, dit-elle doucement, est une étrange musique. Une fois jouée, elle ne s'éteint jamais complètement. Elle attend simplement que l'auditeur suivant en comprenne la mélodie. » Dehors, la lumière matinale caressait le clocher. La cloche resta immobile, son silence clair et lumineux. Miss Marple s'attarda encore un instant, puis se tourna vers la ruelle. Derrière elle, faiblement, résonna le bruissement du recueil de cantiques, qui se refermait ses pages, se repliant sur l'accord final que personne n'eut le courage de jouer. Le chemin était encore noyé dans la brume, lorsque Miss Marple atteignit le portail, la main posée sur le fer froid. L'air était chargé de ce silence fragile propre à l'aube, après la confession d'une paix qui n'était pas tout à fait le pardon, mais une répétition silencieuse. Derrière elle, les cloches de l'église s'étaient à nouveau tuées, leur silence plus éloquent que n'importe quel cantique. Elle entendait des voix à l'intérieur du presbytère, basses, classes et incertaines, et elle sentit, comme souvent après que la vérité avait fait surface, que le village ne savait pas encore s'il fallait pleurer ou bavarder. Elle ne rentre pas chez elle. Elle se tourna plutôt vers la place, où les premiers stores de la boutique se levaient et où la charrette du laitier résonnait faiblement au loin. Madame Price Ridley, enveloppée dans son châle et pleine d'indignation, était déjà à son portail, observant la matinée avec une désapprobation morale. « Terrible affaire, Miss Marple », commença-t-elle avec enthousiasme, avant même que la femme plus âgée ne soit passée. « On dit que le vicaire démissionne et que sa femme est tout à fait indigne d'être vue. J'ai toujours soupçonné quelque chose d'étrange dans leur répétition de chorale. Toute cette musique du soir, la tentation est mise à l'orgue, à mon avis. » Miss Marple lui adressa un léger sourire. « Je pose rarement la question, ma chère. La tentation, j'ai constaté, n'a pas besoin d'être accompagnée. » Madame Price Ridley cligna des yeux, incertaine d'avoir été d'accord ou contredite, et Miss Marple poursuivit son chemin, d'un pas lent mais posé. Les rumeurs allaient maintenant se répandre comme du lierre sur la pierre de Sainte Mildred, et avec le temps, la vérité arrosée d'exagération se transformerait en quelque chose de méconnaissable. C'était toujours le cas. C'est ainsi, songea-t-elle, que les villages se protégeaient non par le silence, mais par la déformation. Au bureau de poste, elle trouva le jeune monsieur Pic en train de trier du courrier. Il leva les yeux brillants d'un frisson de scandale. « Bonjour, mademoiselle Marple. Vous avez entendu parler de l'affaire des cloches ? On dit qu'elles ont sonné toutes seules. Le sacristain jure qu'il n'était pas dans les parages. C'était peut-être juste le vent, dit mademoiselle Marple d'un ton doux. Le vent a un don étrange pour sonner les choses coupables. Du vent, madame ? Il n'y en avait pas un. Il se pencha. L'inspecteur Cray a emmené cette pauvre pianiste ce matin pour se reposer, dit-il. Mais je m'attends à des questions. Elle était pâle comme un parchemin. Miss Marple hocha la tête. Ceux qui ont trop cru se remettent rarement vite. C'est un peu comme se réveiller d'un beau rêve. On se sent à la fois soulagé et endeuillé. Elle acheta un petit paquet de papiers à lettres, lui souhaita une bonne journée et sortit dans la pâle lumière du soleil qui commençait à réchauffer le givre sur les pavés. Son propre cottage l'attendait, juste derrière la verdure, ses rideaux tirés pour se protéger du froid. À l'intérieur, le feu brûlait doucement, mais les braises luisaient faiblement sous la cendre. Elle s'agenouilla pour les raviver. Ses mouvements étaient lents, ses pensées calmes et ordonnées. Toute tromperie, elle le savait, commençait par l'affection en mentait avec la plus grande ferveur pour préserver ce qu'on aimait. Les Lenton avaient voulu protéger la paroisse de la honte, Evelyn du chagrin, Hux même du jugement. Mais protection, songea-elle, n'était qu'un autre mot pour désigner la peur. Et la peur, polie par la droiture, devient indiscernable de la vertu. La bouilloire se mit à chanter doucement, un léger écho domestique de la cloche qui les avait tous hantés. Elle se versa une tasse, laissant la vapeur s'élever comme une pensée. Sur la table se trouvait le courrier du matin 2 circulaires et une enveloppe sans adresse de retour. L'écriture, bien que peu familière, était élégante et soignée. À l'intérieur se trouvait une seule partition, vierge, à l'exception d'une note au crayon en haut, un do médian, noirci 2 fois. En dessous, écrit en gris pâle.
Le reste est silence. Miss Marple l'observa un long moment. Ce n'était ni menaçant ni confessionnel, simplement définitif. Un point final déguisé en mélodie. Elle le plaça à côté du diapason en laiton qu'elle avait récupéré plus tôt, les deux objets côte à côte comme les signes de ponctuation d'une phrase que le village continuerait de mal interpréter. « Pauvre créature !» murmura-t-elle doucement. « Tant de souffrance pour rester respectable. » Ses pensées furent interrompues par un coup frappé à la porte. L'inspecteur Cray se tenait sur le seuil, paraissant avoir vieilli de 10 ans. « C'est fini, mademoiselle Marple, dit-il simplement. Le vicaire a avoué les lettres et la dissimulation de la musique d'Ashton, mais il n'y a plus de crime à inculper. Le pauvre diable est à moitié fou. Sa femme insiste pour qu'il parte pour la côte. Elle aussi est brisée. Il hésite. Vous aviez raison sur toute la ligne. J'aimerais bien trouver cela satisfaisant. La satisfaction, dit-elle doucement, est la consolation de ceux qui croient encore que la punition apporte la paix. C'est rarement le cas. Il soupira. Quant à la jeune fille, Evelyn s'en va aussi. Elle a accepté un poste d'enseignante quelque part près de Canterbury. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas rester là où les cloches pourraient le lui rappeler. Il tendit à Miss Marple un morceau de papier plié. Elle m'a demandé de vous donner ceci. C'était un petit mot de remerciement, bref et sans fioriture. Vous avez vu que je ne pouvais supporter d'admettre que le pardon et la tromperie se ressemblent lorsqu'ils sont offerts avec trop de gentillesse. Miss Marple le lut 2 fois, puis le reposa. C'est une fille intelligente, dit-elle. Elle apprend que le pardon ne se donne pas, il se cultive. Cray hocha la tête, même s'il semblait à peine comprendre. « Vous resterez pour la cérémonie » demanda-t-il. « On sonnera à nouveau la cloche à midi, juste une fois, en souvenir. » Miss Marple sourit faiblement. « J'écouterai peut-être d'ici. Je trouve qu'on apprend mieux en écoutant les choses avec un peu de distance. » Après son départ, elle s'assit près de la fenêtre, son tricot sur les genoux, observant le village reprendre son rythme. Le boulanger apporta les plateaux au pré, les enfants, délivrés de leur curiosité, jouèrent de nouveau près de l'étang. Le monde, pensait-elle, a un don remarquable pour revenir à son état normal, quels que soient les péchés levés dans ces rues. C'était la plus grande miséricorde de toutes que les gens oublient, même lorsqu'ils disaient qu'ils ne le feraient jamais. Quand l'horloge sonna minuit, le son résonna distinctement dans l'air immobile. La cloche sonna une fois, grave et solennelle, la note maintenant constante, ininterrompue. Elle résonna à travers les chaumières, sur la verdure, à travers les champs gelés, et sembla, l'espace d'un instant, effacer tous les murmures précédents. Miss Marple ferma les yeux. Elle pensa à la musique inachevée, aux mains tremblantes de la jeune fille au piano, à un mensonge dit pour réconforter et à une vérité apprise trop tard. Le monde appellerait cela une tragédie. Elle y voyait plutôt une leçon sur la fragilité de l'amour déguisé en bonté. L'écho de la cloche s'éteignit. Pendant un instant, tout fut silencieux. Puis un faible son s'éleva de quelque part au-delà de son jardin, un oiseau solitaire entamant son chant matinal, hésitant, pur et sans accompagnement. Miss Marple sourit, non pas de triomphe, mais avec la conscience sereine d'une fin inévitable.